Ok. Bon, moi je m'appelle Jules, je suis cardiologue à Bichat, je suis cardiologue interventionnel. Et je vais vous parler un petit peu de Master 2, de stage à l'étranger. Alors quand on parle de ces choses-là, il y a un cadre théorique que je vais vous présenter là, mais il y a aussi beaucoup d'ésotérique. Il y a évidemment mon expérience, il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris qui vont être entachés là-dedans. Et je pense que c'est d'une manière générale quelque chose que vous pouvez retenir des conseils qu'on vous donne. C'est qu'un conseil, c'est toujours biaisé. Euh, les conseils, c'est biaisé par l'expérience du gars qui vous le donne, par ce qu'il a fait, qui a fonctionné. Et puis voilà, donc vous prenez ça avec des pincettes, prenez ça avec ce que j'ai à vous donner. Si vous avez des questions là-dessus, je serais ravi d'y répondre pendant, après, quand vous voulez. Mais voilà, n'oubliez pas que tous les conseils qu'on vous donne ne sont pas forcément mal avisés, sont juste faits avec nos expériences et ce qu'on a vécu. Et donc voilà, on va commencer par parler du Master 2. C'est assez général comme présentation, je trouve que ce n'était pas si simple à faire, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer des résultats d'une étude que de vous proposer un plan de vie et un plan de carrière. Mais voilà, donc on va faire d'abord pourquoi faire un M2, quand faire un M2, quel M2 faire, et l'argent, et quelques conseils pratiques, et puis on va revoir un petit peu tout ça ensemble. Euh, Pourquoi faire un M2 ? En fait, il n'y a pas de mauvaise raison, globalement. Toutes les raisons sont bonnes pour faire un Master 2. La première raison, qui est sûrement la plus utilisée, c'est l'accès au poste de CCA, au poste HU, hospitalo-universitaire. C'est une excellente raison, c'est même une obligation finalement. Donc la question, c'est plus quand est-ce qu'on le fait quand on veut faire ça, plutôt que est-ce que je veux le faire. Si votre but c'est d'être HU, vous n'avez pas le choix, il va falloir caler un Master 2 dans votre parcours. C'est aussi une manière de s'initier à la recherche, qu'elle soit fondamentale ou clinique. Il faut commencer quelque part en recherche, il faut mettre les doigts dedans un moment. Au début, c'est un peu lent, ça prend un peu de temps, et c'est l'occasion vraiment de s'y mettre. Le Master 2, c'est la plateforme idéale pour faire ça, on va y revenir. Ça vous permet aussi de faire une pause dans l'internat. L'internat de cardio, c'est long. Des fois, c'est pénible, des fois, ça l'est moins, mais des fois, c'est pénible. Donc, ça permet d'avoir un an où on ne perd pas son temps dans le sens où on met une ligne sur son CV, mais ça permet aussi de faire autre chose. Pourquoi pas des enfants, pourquoi pas faire d'autres trucs utiles, hein. Enfin voilà. Et quand est-ce qu'il ne faut pas faire un M2 ? Vous allez voir, c'est la plus belle diapo du topo. C'est quand on ne veut pas. Ne faites pas de M2 parce qu'on vous a dit de faire un M2 et que vous n'en avez pas particulièrement envie. La recherche, c'est un monde particulier. La recherche, c'est pas ce que vous faites au quotidien pour l'instant. Peut-être que c'est ce que vous ferez plus tard. En tout cas, je généralise un peu, probablement que c'est pas le cas de tout le monde, mais peu importe. C'est peut-être ce que vous ferez plus tard, mais la recherche, faut aimer ça, il faut être content de passer des heures devant son ordi, il faut être content de travailler le soir, parce qu'en fait, la journée, vous faites de la clinique, et il faut être content de se poser des questions et d'avoir envie de les enquêter. On n'est pas obligé de vouloir faire ça toute sa vie, et le Master 2 offre justement ça, un petit aperçu pour voir si ça nous plaît. Les postes HU. Je pense que Gabriel vous en a parlé longtemps tout à l'heure. Les postes HU, la première étape, c'est le poste de clinica. Alors, pour être chef de clinique, il faut un Master 2. Beaucoup de dérogations en ce moment. Les choses vont continuer à évoluer probablement. Le fait que vous ayez un DJ qui soit rajouté dans votre parcours, contrairement à nous, je parle des vieux, ça fait que vous avez probablement moins de temps pour faire un Master 2, donc les choses vont peut-être un peu changer. Néanmoins, ça reste pour l'instant une obligation. Ça améliore votre CV, c'est toujours bien d'avoir fait un M2, et puis ça vous ouvre la porte vers la thèse, sachant que la thèse est évidemment obligatoire pour la suite du parcours HU, MCU, PU, ou même PHU, c'est très conseillé. Et ça vous permet surtout, et vraiment c'est ça finalement la clé du Master 2, de vous inscrire dans une équipe, dans un CHU, dans une équipe de recherche. Et je pense que c'est ça le conseil que je vous donnerais. Si votre objectif, c'est de faire un Master 2 pour faire une carrière hospitalo-universitaire, pour faire de la recherche, il faut que vous inscriviez ça dans un parcours avec une équipe avec laquelle vous avez envie de travailler. C'est un an où vous allez pouvoir apprendre à connaître les chercheurs de votre équipe, c'est un an où vous allez pouvoir passer du temps à apprendre la recherche, à apprendre l'organisation de votre service, à vous montrer, parce que c'est pas non plus négligeable. Et tout ça fait que le Master 2 est un peu le tournant sur votre plan de carrière en termes de là où vous allez bosser. Ça, c'est si vous avez envie de faire une carrière HU. Si votre objectif, c'est de faire un Master 2 pour faire des neurosciences, parce que vous avez choisi cardio, mais en fait, neurosciences, c'était quand même chouette, faites un Master 2 de neurosciences, il n'y a pas de mauvais choix. Néanmoins, si vous avez prévu de faire une carrière HU, c'est quand même mieux d'organiser ça dans l'équipe avec laquelle vous avez envie de travailler, dans l'hôpital que vous visez après pour votre poste interne. L'initiation à la recherche. Alors le Master 2, comme je viens de vous le dire, vous allez voir, il y a quelques redites, c'est l'idéal pour s'initier à la recherche, et notamment à la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, quelque chose que vous ne verrez pas ou peu, et la seule occasion de le voir, c'est le Master 2. Et donc, vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que j'ai fait un Master 2 de recherche fondamentale
pendant mon internat, et je ne regrettais absolument pas. Ça permet de comprendre plein de choses, ça permet de découvrir un autre monde, ça permet de changer de rythme, ça permet de comprendre toutes les difficultés que les chercheurs peuvent avoir, de se projeter un petit peu dans ce rôle-là, de se rendre compte de tout ce qu'ils font d'intéressant. Et surtout, ça vous engage à pas grand-chose. C'est-à-dire que quand vous vous engagez dans une thèse, c'est un peu plus de boulot. Un Master 2, c'est quand même, finalement, ça va assez vite. Hein. C'est quelques mois de cours, quelques mois de stage, et puis on est reparti sur les gardes et les astreintes de votre internat, si vous faites ça au milieu de l'internat. Enfin bon, voilà, ça vous engage à pas grand-chose, et ça permet vraiment de regarder ce qui se fait. On peut faire des belles images. Ce que vous voyez à côté, c'est mes images. C'est moi qui ai fait ça, et je suis très content. Enfin voilà, ça permet de voir autre chose en ayant plus de temps, en découvrant ça dans votre spécialité souvent. Parce que quand vous arrivez dans un laboratoire de recherche fondamentale, quand vous êtes interne, vous n'arrivez pas seulement en tant que Master 2, vous arrivez aussi en tant que cardiologue un peu expérimenté. Vous avez une vision clinique que les chercheurs recherchent pas mal. En tout cas, vous avez une plus-value à apporter à une équipe de recherche fondamentale par les connaissances que vous avez, par les connaissances humaines que vous avez, enfin bref, pour plein de choses. Et ça, c'est plutôt pas mal. Déjà, vous êtes plus âgé, vous êtes plus expérimenté, vous avez déjà fait un bon parcours, donc vous n'êtes pas les Master 2 de base. Et en plus, vous avez une expertise dans le domaine où vous faites votre Master 2 la plupart du temps, donc ils sont très contents de vous avoir. Voilà. Puis ça permet de retourner à apprendre les cycles de Krebs et de ces trucs-là. La recherche clinique, alors moi ça n'existait pas quand j'étais en Master 2, c'était vraiment il y a très longtemps, en 2017. Enfin voilà, ça n'existait pas encore, en tout cas il commençait à peine à apparaître cette recherche de master clinique. Maintenant c'est quelque chose qui est de plus en plus fait, ça a du sens. Notre recherche au quotidien est beaucoup plus clinique que fondamentale. Néanmoins, si vous êtes un tant soit peu intéressé par la recherche fondamentale, ou en tout cas que vous vous posez la question, moi je vous conseille de faire de la recherche fondamentale. C'est vraiment la seule occasion que vous aurez de savoir si c'est une passion ou pas. Parce que la recherche fondamentale, on l'idéalise un peu. Puis il y a des gens qui en fait veulent vraiment faire ça. Donc si vous avez un doute, c'est vraiment l'occasion d'aller voir si ce doute-là persiste ou pas. Et encore une fois, un Master 2, ça n'engage pas grand-chose. Pour ce qui est de la recherche clinique, eh ben, même conseil qu'au-dessus, c'est vraiment encore plus pour la recherche clinique, c'est vraiment vous inscrire dans une équipe de recherche clinique qui roule déjà, là où vous avez envie de rester. C'est vraiment une première étape que pas mal de centres, notamment à Paris, demandent avant d'être pris comme chef de clinique. Ça permet d'apprendre les stats, en tout cas de vous débrider avec les stats. Ça vous permet d'apprendre à coder, je vous conseille d'apprendre à coder, si vous avez le temps et l'envie. Les jeunes HU actuels savent plus qu'avant coder, on est plus autonome là-dessus, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément toujours bonnes, mais pour plein de raisons quand même. Donc c'est aussi l'occasion de prendre le temps, d'avoir du temps pour faire ça, apprendre R, apprendre Python, apprendre ce que vous voulez. Puis ça permet de vous mettre plus à l'aise avec la rédaction des papiers, avec le fonctionnement des congrès, les présentations en congrès, etc. C'est l'occasion rêvée. Et donc la recherche clinique, c'est une très bonne chose. Et puis voilà, ça vous permet de vous inscrire là-dedans. Quand est-ce qu'on fait un M2 ? En fait, au fond, vous faites un peu quand vous voulez. Alors j'imagine que si vous... Enfin, en tout cas, il y en a sûrement certains d'entre vous qui l'ont fait pendant le second cycle. Félicitations, c'est un très bon choix. Mais vous pouvez aussi le faire pendant l'internat. Vous pouvez le faire avant le DJ, vous pouvez le faire après le DJ, vous pouvez le faire pendant votre clinica. Enfin, bref, vous faites comme vous voulez. Plus vous le faites tard, plus vous aurez la flemme de repartir à beaucoup moins d'argent. Et si vous le faites trop tôt, vous n'aurez pas votre licence de remplat. Et ça, c'est quelque chose dont on va revenir juste après. Et puis c'est pareil, la plus-value que vous apportez à l'équipe de recherche grandit avec votre expérience dans l'internat. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et puis si vous voulez encore une fois faire une carrière HU, il ne faut pas trop traîner pour pouvoir embrayer sur la thèse qui, elle, prend plus de temps. Sachant que souvent la thèse on la combine avec quelques années de clinique et donc ça veut dire que ça prend, c'est beaucoup de boulot. Donc si votre but c'est d'être hospitalo-universitaire, ce que j'espère pour tous, n'hésitez pas, faites votre M2 un peu plus tôt, comme ça vous pourrez embrayer sur la thèse. Donc l'avantage, c'est ce que je ne vais pas trop passer de temps sur cette diapo, l'avantage de vraiment de le faire après, en milieu d'internat, ou en tout cas à milieu fin d'internat, c'est vraiment l'expérience que vous avez, puis votre licence de remplat qui est un avantage non négligeable. Quel master faire ? Je vais vous parler des plus communs. En fait, en vérité, vous faites ce que vous voulez. Il y a évidemment des masters que vous pouvez faire des masters 2 à l'étranger. Vous pouvez faire moi, j'ai une copine qui fait un master 2 de philo. Enfin voilà, vraiment, vous faites ce que vous voulez. On verra les prérequis après, mais globalement, vous faites absolument ce que vous voulez. Les plus communs faits dans les DES de cardiologie, c'est le parcours de recherche clinique qui est dirigé par le professeur Simon, par Tabassum Simon, qui s'occupe de l'URCHEST à Paris. En recherche fondamentale, il y a 2 grands masters qui sont faits, c'est BioCœur et BIVAT, qui sont BioCœur, c'est de la physio cardiaque, de la physio cellulaire, et BIVAT, c'est plutôt de la thrombose et de l'athérothrombose.
Moi, j'ai fait BIVAT avec des yeux de biocheur. Enfin bref, vous faites un peu ce que vous voulez. En fait, en réalité, c'est pas tant le... Enfin, il faut voir ce que vous voulez faire. Si vous avez un master que vous avez en tête, eh ben, choisissez votre master et choisissez le terrain de stage qui va derrière après. Si vous avez une équipe de recherche ou une thématique en tête, ben, choisissez l'équipe et puis ils vous conseilleront, eux, quel master faire. Souvent, les chercheurs, il n'y a pas des millions de chercheurs en cardiovasculaire à Paris ou en France, et souvent ils sont rattachés à des masters, ils font des cours dans des masters, donc ils vont vous conseiller les masters auxquels ils participent ou pas d'ailleurs. En tout cas, voilà, votre encadrant de master 2 pourra vous conseiller si jamais c'est ça, si vous choisissez un stage plutôt qu'un master. Si vous choisissez un master, bah, il y a certains masters qui proposent des terrains de stage déjà, vous pouvez candidater. Encore une fois, vous n'êtes pas les masters 2 classiques, donc c'est souvent un peu atypique, mais ça peut tout à fait être fait. Et encore une fois, si votre but c'est de faire un master qui n'a rien à voir avec la cardiologie, bah, vous avez tout à fait le droit de vous arrêter un an pour le faire. Et à ce moment-là, il faudra passer un peu plus par le circuit habituel, mais tout se fait. Encore une fois, vous avez un bagage qui plaît pas mal aux gens. Et l'argent. L'argent, c'est important. Et l'argent, ça permet de faire un Master 2 en toute sérénité. Donc il y a plusieurs manières d'avoir des sous pour son Master 2. Il y a l'année recherche, il y a les bourses, il y a la gratification de stage, mais ça on va passer assez vite, vous allez voir. Et puis il y a les remplacements à les gardes. L'année recherche, c'est quelque chose qui est géré, qui est officiel, qui est géré par l'ARS sur candidature. Donc vous montez un dossier, c'est l'ARS locale qui juge les dossiers et on sélectionne les dossiers les plus prometteurs, ou en tout cas qui plaisent le plus à l'ARS. Donc ça favorise souvent les dossiers locaux, comme c'est les ARS qui gèrent ça, ils favorisent ce qui est sur leur juridiction évidemment. Peu importe, mais voilà, il faut monter un dossier, il faut avoir un projet qui tient la route, avec une équipe de recherche qui tient la route. L'avantage de l'année recherche, c'est que c'est un salaire. C'est pas négligeable comme avantage. Vous avez de l'argent qui tombe tous les mois, c'est 30 000 euros, un petit peu moins, c'est 27 000 euros brut, donc c'est un peu moins après impôt, mais voilà, c'est quand même un peu d'argent qui rentre, c'est comme un salaire d'interne. En gros, vous prenez une pause de votre internat payé interne pour faire un Master 2. Donc là, c'est l'année recherche. Je ne sais pas combien de postes il y a. Il n'y a pas tant de gens de ça qui l'ont, sachant qu'ils savent, l'ARS sait que les cardiologues ont souvent des bourses, et donc ils sont un peu moins enclins à les donner aux cardiologues, mais c'est toujours des choses qui peuvent se faire. Et surtout, ça vaut le coup de demander quand on cherche des bourses, il faut prendre un beau projet, l'écrire et le mettre en forme et l'envoyer à tout le monde. Les bourses, il y a beaucoup d'organismes qui proposent des bourses, il ne faut pas vous restreindre. La FFC, qui est celle qui est la plus demandée, c'est 20 000 euros par an. C'est une bourse de recherche qui est accordée. Donc il y a quelques critères qui font que vous êtes plus ou moins accepté. Globalement, ils n'aiment pas trop quand les laboratoires font plusieurs demandes à la FFC en même temps. En gros, ils essayent de répartir un peu équitablement. Enfin, voilà, il y a des choses, ça passe en comité. Et puis si votre projet est avec une équipe qui tient la route avec des choses là, mais vous avez quand même pas mal de chances de l'avoir. Sachant que le cumul des bourses est interdit dans la plupart des bourses. Donc, en fait, il y a pas mal de désistements. Il y a des gens qui ont demandé plein de bourses, enfin comme tout le monde demande plein de bourses. Puis il y a des gens qui ont la FFC, mais finalement qui préfèrent prendre la FRM parce qu'il y a plus de sous dans la FRM, donc ils ne prennent pas leur FFC. Donc finalement, il y a une liste d'attente qui se débloque après. Il y a pas mal de places qui se débloquent entre les gens qui annulent leur Master 2, entre les gens qui décident de changer de bourse. Il y a quand même de fortes chances que vous ayez la FFC. Et voilà, les dossiers sont... Je vous ai mis les liens des sites. Enfin voilà, en tout cas, il suffit de taper sur Internet, vous les trouverez. Les dossiers de candidature sont pas sorciers, il faut des lettres de recommandation, il faut une demande bien rédigée, un projet d'étude, et puis voilà. La gratification, elle est obligatoire, c'est le salaire des Master 2. La gratification, c'est pas grand-chose, sachant que le labo est obligé de vous le donner si vous n'avez pas de financement. Si vous êtes financé, il n'est plus obligé de vous le donner. Donc souvent, les labos ne veulent pas le donner parce que c'est leur argent. Donc voilà. Et donc c'est 500 euros par mois à peu près. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est les remplacements et les gardes. Et ça, c'est vraiment important. C'est même pour moi un des avantages du Master 2. Parce que je sais que vous voulez tous être des hospitalo universitaires. Néanmoins, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe en libéral. Et c'est l'occasion rêvée d'aller le voir. Vous avez vu une cardiologie qui est très centrée sur les CHU et sur les GH pendant votre internat, avec des services d'hospice. Vous avez finalement assez peu de contact avec la consultation, assez peu de contact avec la ville. Et c'est l'occasion rêvée de commencer à voir ça, ou en tout cas de voir ça. Même si ce n'est pas ça que vous voulez faire plus tard, même si c'est vous conforter que ce n'est pas ça que vous voulez faire plus tard, déjà c'est de l'argent. C'est quand même pas mal. Et en plus de ça, ça vous permet de découvrir un autre mode d'exercice. C'est pas du tout la même chose de monter le BISOS de 2,5 chez un mec qui a 20% de fraction d'éjection dans une salle d'hospitalisation dans un CHU avec l'ECMO au-dessus,
que de titrer des bêta-bloquants dans une consultation de cardiologie quand vous avez un quart d'heure et un échographe à moitié cassé. Donc vraiment, c'est pas du tout la même médecine, c'est pas du tout la même pratique, et ça permet de débloquer beaucoup de choses et surtout de beaucoup moins juger nos confrères en libéraux qui font un métier qui est vraiment pas facile. C'est beaucoup plus facile d'avoir des internes qui font nos CRH et qui font ces choses-là que d'être tout seul dans un cabinet face à un patient qui ne veut pas être hospitalisé. Donc voilà, ça permet de voir ça, de découvrir ça, et ça permet de vraiment gagner des sous. Moi, je n'avais pas de bourse pour mon Master 2, j'ai fait que des remplats, ça s'est très bien passé. On découvre le monde du libéral, on se fait des contacts, on se fait des réseaux. C'est assez important et c'est vraiment une occasion de mettre les pieds là-dedans. Alors maintenant, il y a plus de stages quand même dans les cliniques privées, donc ça permet aussi de rendre ça, mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose de se retrouver interne d'imagerie à Massy que de faire un remplat dans un cabinet dans le 91 ou quelque part ailleurs. Donc voilà, je vous conseille vraiment, et surtout je vous conseille de, même si vous faites un Master 2, de ne pas perdre cette opportunité-là de découvrir le monde du libéral. Je sais plus si la présentation du libéral a eu déjà lieu ou pas, mais voilà, c'est vraiment, enfin pour moi ça a été la première porte d'entrée là-dessus. Et ça permet de comprendre plein de choses. Ça permet de comprendre leurs difficultés. Moi, je ne suis pas libéral au jour d'aujourd'hui, mais peut-être que je le serai un jour. En tout cas, ça permet de comprendre ce monde-là et de se rendre compte de quels sont leurs enjeux, leurs difficultés. Et ça vous aidera pour la suite de votre carrière. J'ai absolument pas lu ma diapo, mais globalement, il n'y a rien de majeur. Donc, pour réussir votre Master 2, les indispensables, il faut vous valider votre M1. Alors maintenant, je crois que vous êtes automatiquement validé de votre M1 avec les ECTS du second cycle. Nous, il fallait qu'on ait un M1, peu importe. En tout cas, vérifiez ça. Le meilleur moyen de vérifier ça, c'est de demander au responsable de Master 2 de voir si vous avez le droit de vous inscrire. Ils vous répondront. Il faut s'inscrire en M2, ça c'est obligatoire aussi. Et il faut un terrain de stage et un laboratoire d'accueil. Souvent, on fait ça dans l'autre ordre d'ailleurs. On fait le terrain de stage d'abord et puis on s'inscrit en M2 après. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix. Les plus, c'est quand même important. Enfin, ce qui vous aidera, c'est d'avoir un financement. Ça met un peu de sécurité dans le projet, même si ce n'est pas très difficile de trouver des gardes ou trouver des remplats en Ile-de-France ou ailleurs. Les plus aussi, c'est d'avoir une bonne équipe de recherche, des gens avec qui communiquer, un projet, c'est pas mal aussi. C'est toujours plus simple de savoir pourquoi on fait les choses, mais si c'est l'envie qui vous fait faire les choses, c'est très bien aussi. Et un bon projet de recherche. Et justement, on embraye, qu'est-ce que c'est qu'un bon projet de recherche ? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question, il n'y a pas de réponse. Vous avez surtout à votre niveau, à ce que vous voyez de ce que le chercheur à qui vous parlez, qu'il soit clinicien ou pas, vous raconte, vous ne savez pas exactement de quoi il parle. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La première chose, c'est son expérience, c'est sur ce qu'il a publié, c'est les expériences des M2 qui sont passées avant vous. Souvent, vous êtes rarement les premiers, des fois vous l'êtes, mais des fois vous ne l'êtes pas. Donc ça vaut le coup de reprendre des retours d'expérience. Et puis il y a 2-3 tips and tricks pour savoir. Il faut que votre question de recherche soit bien définie. Ça, c'est vraiment important. La base de toute recherche, c'est d'avoir une question. Si vous farfouillez une base de données sans question, vous allez trouver plein de réponses, mais pas de questions. Donc, c'est vraiment important. Le projet doit déjà être faisable. Il faut que les ressources soient déjà présentes. Si vous faites du fondamental, il faut que les financements pour avoir vos anticorps ou alors vos animaux soient déjà à peu près en place. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Il ne faut pas qu'on vous dise « Ah oui, bah d'abord, on va ouvrir une nouvelle aile pour accueillir les cochons à l'animalerie. Comme ça, on pourra mettre des stents. » Vous avez 9 mois de stage. C'est impossible que ça se passe pendant ces 9 mois-là. Donc voilà, faites attention à ce genre de choses, même si au fond, vous ne contrôlez pas tout ça. Peut-être que les financements, ils sont presque là. Peut-être qu'ils sont en train de faire la peinture des blocs opératoires pour les cochons, vous ne savez pas. Mais néanmoins, voilà, faites attention à ça. Pour la recherche fondamentale, si vous avez des thésards ou des choses comme ça vaut le coup d'en parler avec eux, ceux qui sont déjà dans le labo. Tous les labos cherchent à avoir des thésards parce que ça fait des financements. Donc parlez aux thésards pour voir un peu comment ça se passe. Allez prendre la température du labo, allez voir comment une journée se déroule, ça ne coûte pas cher. Il y a des Master 2 qui se font sous un thésard, ça marche aussi. C'est une manière de savoir que vous aurez des résultats de toute façon, parce que le thésard, il a besoin d'avoir des résultats. Donc vous aurez quelque chose à présenter à la fin de votre M2. C'est aussi un choix, ça vous fera moins d'autonomie, parce qu'il y a quelqu'un qui sera au-dessus de vous et qui vous guidera, qui sera votre thésard, souvent qui est plus jeune que vous, mais peu importe. Pour la recherche clinique, méfiez-vous des bases de données à monter, méfiez-vous du temps de collecte de données, parce qu'on peut vous faire passer beaucoup d'heures et de journées derrière un fichier Excel. Encore une fois, il n'y a pas de mal à ça, on l'a tous fait. Juste, faut qu'il y ait une question de recherche, faut qu'il y ait un projet clair. Si on vous dit il y a la base des coronariens de la Pitié à monter, on a 22 000 patients par an, ben, prenez une question et faites-le, il n'y a pas de problème, mais vous allez y passer du temps et soyez raisonnable. Et voilà, parlez avec la personne qui vous encadre pour être sûr que les choses sont faisables. C'est à peu près les bons conseils.
Et l'avantage d'avoir une bonne question de recherche, un bon projet, c'est qu'on fait des bonnes demandes de bourse, et que quand on fait des bonnes demandes de bourse, on a des financements. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous trouvez quelqu'un avec qui vous avez envie de faire un M2, trouvez un mentor, trouvez quelqu'un qui va vous conseiller un petit peu, avec un bon projet, avec quelque chose qui vous emballe un peu, qui vous plaît. Le Master 2, c'est pas obligé que ça soit juste votre année de recherche, hein, ça peut être aussi une année pour faire plein d'autres choses, mais c'est quand même sympa d'avoir un truc qui vous plaît. Soyez honnête, soyez clair sur ce que vous voulez faire vous plus tard dans votre carrière. C'est beaucoup plus simple de dire ce que vous voulez vraiment plutôt que d'essayer de jouer des jeux que personne d'autre que vous ne comprend. Donc si vous voulez être HU, dites-le. Si vous voulez pas être HU, dites-le. Si vous voulez être, voilà, vraiment, les gens au-dessus de vous ne lisent pas dans vos pensées et surtout sont contents de savoir ce que vous attendez pour vous offrir finalement ce qui semble le plus adapté pour vous. Et voilà. Un rétro-planning avant M2. Je ne sais pas du tout combien de temps je parle. Mais... Donc globalement, on a un an avant, il faut commencer à se poser la question et à rencontrer. Oui, je traîne. Un an avant, il faut commencer à rencontrer des gens. Il faut voir le labo en janvier-février, monter le projet de recherche, demander les bourses, ça se finit souvent début avril, se mettre en dispo à la fin de votre internat, enfin pour le prochain semestre, c'est-à-dire en mai, vous annoncez à l'ARS que vous mettez en disponibilité, vous inscrivez au master à cette période-là, puis vous commencez votre master en novembre. Pardon, j'ai vu qu'il y a une photo derrière. Le Master 2, c'est des cours à la fac, comme la dame qui est très contente là-haut, des cours théoriques de novembre à janvier, mais ça vous savez faire, hein, passer des partiels, vous l'avez fait. Vous allez voir, vous allez très bien réussir. Février, c'est le stage, vous retournez en bas de l'échelle quand vous êtes au labo, mais ce n'est pas forcément désagréable. Pardon. Et puis vous soutenez votre mémoire en fin d'année. L'année passe très vite, ça vous permet de faire du sport, ça vous permet de faire des enfants si vous voulez, ça vous permet de faire plein de choses. Les autres possibilités, c'est les M2 à l'étranger. Je n'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, si ce n'est que si vous avez une idée, une piste, allez-y, il n'y a pas de mauvais choix. On a moins de vision de ce qui se passe à l'étranger parce qu'en fait, on a moins de recul de nos collègues. Néanmoins, il y a plus de bourses, on peut demander des bourses locales, on peut demander, voilà, il y a plein d'autres endroits où vous pouvez le faire. Globalement, l'ensemble du monde occidental vous offre des Master 2 si ça vous intéresse. Vous savez juste pas très bien où vous allez tomber, mais après, encore une fois, c'est que ce n'est qu'un an. Voilà, le M2, bon, je vais passer là-dessus, je pense que je l'ai déjà dit, globalement, pour moi c'est une excellente opportunité, je pense que ça vaut le coup, je le conseille à tout le monde, ne serait-ce que pour souffler d'internat. Vraiment, c'est très chouette de sortir la tête de la clinique, vous allez voir, le jour où vous n'avez plus de patients à charge, votre esprit se libère, et c'est l'occasion, le M2 est vraiment cette occasion-là. Le stage à l'étranger, j'ai plus beaucoup de temps, mais il va falloir que j'avance quand même. Pourquoi partir, dans quel cadre et les modalités pratiques. Alors pourquoi partir? En fait, pareil, hein, vraiment, je peux que vous conseiller de partir. Moi, j'ai fait 2 ans de fellowship au Canada, au Québec. C'est découvrir une autre médecine, c'est découvrir une manière de fonctionner, c'est découvrir une autre culture, c'est découvrir une langue. Si vous changez au Québec, c'était une langue aussi. Un réseau, c'est le CV, c'est pour se former à la technique ou pour se former à la recherche. Je vous le conseille vraiment. Dans quel cadre vous pouvez partir? Il y a 2 grands cadres. Soit vous partez pour faire de la recherche, et à ce moment-là, vous partez soit en Master 2, pourquoi pas, soit pendant votre thèse, vous pouvez faire 1 an, 2 ans, soit vous partez en postdoc. Il y a plus de financements, plus vous avancez dans le cursus de recherche, plus il y a des financements qui sont disponibles, notamment les États-Unis payent les postdocs souvent. Soit vous partez pour faire un fellowship, qui est l'activité clinique. Le fellowship, c'est la dernière étape des études de médecine dans l'ensemble du monde à peu près, sauf chez nous. En gros, ça équivaut à leur assistanat. Ils ont été résidents, donc résident, c'est interne à un endroit. Souvent, ils sont résidents dans un hôpital. Ils restent dans cet hôpital tout leur internat. Et le fellowship, c'est justement l'occasion de partir 1 ou 2 ans dans un autre hôpital pour aller se former à une technique spécifique. Donc le fellowship, c'est vraiment quelque chose de très centré sur la technique, très spécifique. Par exemple, si vous faites un fellowship interventionnel, vous allez faire des coraux tout le temps, toute la journée. Vous allez faire des TAVI tout le temps, toute la journée. Et en fait, à la fin, vous allez être très bien formé parce que vous faites que ça. Vous n'avez pas d'administratif à côté, vous n'avez rien d'autre. C'est des choses qui sont très, très protégées. C'est tellement protégé que c'est dirigé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'au Canada, en tout cas, il y a d'autres endroits, mais au Canada, c'est le gouvernement qui décide qu'un programme de fellowship reste ouvert. Donc il y a des critères. Vous avez la garantie qu'un programme de fellowship officiel vous offrira une bonne formation, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'eux forment leurs médecins aussi. Donc c'est toujours une bonne opportunité. La limite, c'est qu'il faut aller dans un pays où vous avez le droit d'exercer, c'est-à-dire pas les États-Unis globalement. La mobilité, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est la bonne occasion. La mobilité, elle peut se faire aussi en France si vous arrivez à argumenter avec votre CNU, mais ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe ailleurs, encore une fois. La mobilité est censée avoir un objectif de recherche, mais en fait, on peut combiner les deux. On peut tout à fait faire un fellowship clinique et faire de la recherche à côté. La recherche clinique, ça peut se faire quand on est au lit du malade.
Les modalités pratiques, vraiment, il faut anticiper. Il faut avoir un contact avec l'équipe d'accueil. C'est plusieurs années avant, globalement, 1 an et demi avant, c'est un strict minimum pour parler, commencer à voir quelles sont les démarches, pour voir si vous êtes vraiment intéressé, pour voir ce qu'ils vous proposent. Prenez des retours d'expérience des autres. Ensuite, il faut trouver des sous. Pareil, on va y venir. Puis, il faut commencer les démarches administratives qui sont nettement plus lourdes, puis l'immigration qui est pareil, un gros morceau à avaler. Le rétroplanning, comme je vous avais mis tout à l'heure, globalement, prise de contact avec le responsable. 1 an avant, il faut faire les projets de recherche, un peu comme le Master 2. Il faut monter un dossier pour faire des projets de recherche, pour demander des bourses. Les bourses, c'est des bourses de recherche. Donc, il faut avoir des projets de recherche si vous voulez des sous. Si vous partez faire un fellowship clinique, il faut que vous trouviez des financements autrement que par les bourses. Ensuite, c'est 9 mois d'administratif. Il faut compter environ, quand vous immigrez au Canada, il faut compter environ $2000 de frais d'administratif, parce que là-bas, tout est payant. Mais voilà, ça fonctionne, et puis on finit par y aller. Et puis ensuite, quand on arrive, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de choses, mais c'est une nouvelle expérience. Le financement, c'est vraiment important. Si vous avez un financement, si vous êtes payé, vous serez accepté. Globalement, ça veut dire que vous êtes un travailleur gratos pour eux. Souvent, ils sont très contents d'avoir des Français parce qu'on travaille bien. On a l'habitude d'abattre des tâches cliniques très ingrates que beaucoup d'internes et autres ne font pas dans le reste du monde. Du coup, ils sont contents de nous avoir. Et surtout si vous êtes gratos. Donc, ils sont vraiment contents. Les financements, le laboratoire service d'accueil peut vous payer. C'est assez rare. Les États-Unis payent leurs chercheurs, mais il faut que vous trouviez un labo qui vous paye. Au Québec, les fellowships sont souvent payés la 2e année. En fait, la première année, ils vous demandent de trouver des sous, et la 2e année, si vous leur plaisez, ils vous payent 1 année en plus. Voilà. Vous pouvez être payé par les bourses. Je crois que je les liste juste après. Il y a vraiment plein de bourses, encore plus de bourses que pour les Master 2. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes beaucoup plus ancien, que vous êtes déjà titulaire, vous pouvez être payé par votre employeur. La PHP peut vous donner quelques mois de salaire, il y a des bourses de mise en disponibilité, il y a des choses comme ça que vous pouvez demander à votre employeur, notamment à l'AP ou ailleurs, ou par l'université si vous êtes déjà un chercheur titulaire, ou en tout cas MCU ou PU. Et enfin, les financements industriels, ça se fait beaucoup moins. Les derniers qui ont réussi, c'est vraiment très difficile de réussir à avoir des sous par les laboratoires, surtout quand vous êtes interne. Moi, j'ai pas réussi, j'ai pas eu $1. Voilà, c'est pas faute d'avoir essayé. Les bourses, il y en a plein. La FFC, l'Institut Servier, l'ESC qui a pas mal de bourses. Alors c'est surtout pour aller en Europe, l'ESC, mais ça marche quand même bien. La FRM, la Fondation Bettencourt, l'Académie nationale de médecine, les bourses de la structure d'accueil. Par exemple, Harvard a une bourse internationale. Enfin, il y a plein de choses. À l'UCPQ à Québec où j'étais, il y avait une bourse que j'ai eue aussi là-bas. Enfin, il y a des moyens de récupérer des sous à droite à gauche. Et donc il faut prospecter, il faut chercher. C'est beaucoup d'incertitudes parce qu'en fait on n'a pas les réponses des bourses que quelques mois avant de partir. Mais voilà, il faut s'engager, il faut faire un petit pas dans le vide et puis espérer qu'on se raccroche à quelque chose. Et puis au pire, si ça ne marche pas, on annule. Sachez que quand vous partez en fellowship, la seule crainte des gens qui vont vous accueillir, c'est que vous ne partiez pas. Hein, quand ils ont passé tout ce temps à monter ce dossier avec vous, en fait ils savent très bien que vous pouvez juste leur dire je viens pas parce que ma mère est malade, parce que j'ai la flemme, parce que je viens d'acheter un chien, j'ai pas envie de le laisser. Bref, il y a toutes les bonnes raisons et vous partez pas. Et eux, leur seule crainte, c'est que vous n'arriviez pas. Ils s'étaient organisés pour que vous arriviez, ils avaient organisé leur activité pour que vous arriviez. Et donc, à la fin, c'est vous qui avez, entre guillemets, le pouvoir. À prévoir, il faut gérer sa famille. Moi, je suis parti avec femme et enfant, donc il faut gérer tout ça. Le mode de garde, il faut trouver un boulot. Pour votre conjointe ou conjoint. Faites attention au fellowship où votre conjoint vient et ne fait rien. Faut qu'il ait quelque chose à faire parce que c'est un peu long. On est expat. Les vies d'expat, c'est sympa. On se fait des très bons copains parce qu'en fait, on n'en a pas, donc on en a 3 et on passe tout notre temps ensemble. Mais ça fait des copains pour la vie, c'est très chouette. Et puis voilà, il faut bien calculer votre budget, etc. Le froid au Québec. Comment réussir votre fellowship ? Et pareil que le M2, faites-vous encadrer, faites-vous conseiller, prenez des retours d'expérience. C'est beaucoup plus simple d'aller dans une équipe quand vous êtes conseillé par un mentor qui va vous dire va là-bas, ils sont super, puis en plus c'est ce que je veux que tu fasses, sachant que c'est lui qui va vous embaucher après ou chez lui que vous allez faire votre carrière hospitalo-universitaire. C'est quand même ce qu'il y a de plus clair. Regardez bien la réputation scientifique, regardez la production scientifique du gars chez qui vous allez. Contactez les anciens fellows, il y a plein de réseaux, il y a plein de choses. Et faites-vous aider si vous avez besoin. Et puis voilà, ne perdez pas patience dans les démarches d'immigration. Une fois que vous êtes sur place, vous aurez plein de temps. Donc c'est vraiment l'occasion d'abattre un boulot énorme. Et puis essayer de trouver assez de sous pour pouvoir subsister et pas perdre trop d'argent. Ça peut vite chiffrer. Pardon.
Moi, je peux que conseiller une mobilité ou un fellow. Moi, la mienne c'est vraiment un moment très important dans ma carrière, je pense. C'était il n'y a pas si longtemps, mais néanmoins, ça m'a permis d'être très à l'aise techniquement, très formé sur plein de choses qui peuvent mettre du temps à être formé dans notre pays, parce qu'ils vous forment sans compter, parce qu'ils savent que vous ne restez pas de toute façon. Donc, ils peuvent vous former à toutes les techniques qu'ils veulent. Vous ne prendrez pas leurs patients après. Moi, j'ai fait ma thèse en même temps, j'ai fait beaucoup de recherches en même temps. J'ai appris plein de choses. Voir un autre monde, voir une autre organisation des soins, ils ont un système au Canada qui n'est pas du tout pyramidal, c'est une organisation de soins qui est très différente. Voilà, je peux que vous conseiller de sauter le pas et de faire cette expérience. J'ai jamais eu de gens qui sont revenus de fellow en étant tristes et malheureux. C'est juste qu'en effet, il faut se lancer, et il faut passer du temps à s'organiser et puis accepter un petit peu d'incertitude jusqu'avant le départ en fonction des financements et autres. Voilà, le fellowship, c'est des jolis paysages aussi. C'est des complications aussi. Et c'est beaucoup de papier. Donc voilà, je vous conseille, puis c'est des enfants canadiens aussi. Ça, je vous conseille. Et voilà. Donc les études de médecine, c'est vraiment long. Les études HU, c'est encore plus long. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps. Le plus important, c'est pas forcément de là où vous allez arriver, mais c'est que vous appréciez tout ce que vous faites au moment où vous le faites. C'est-à-dire que si vous faites un M2 parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est pas forcément la bonne solution. Faites un M2 parce que vous avez envie de faire un M2, parce que vous avez un objectif, parce que vous voulez faire quelque chose. Pareil pour la mobilité, pareil pour le fellow. Moi, le fellow, on ne me l'enlèvera plus jamais. C'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai beaucoup apprécié, où j'ai appris plein de choses. Maintenant, ça y est, c'est ancré. Et donc voilà, je peux que le conseiller. Soyez clair sur ce que vous voulez dans votre carrière, dans votre vie. Communiquez avec vos mentors, communiquez avec des gens qui vous semblent proches. C'est sympa d'avoir des gens un peu plus âgés qui ont eu un peu d'expérience parce que ça donne un peu plus de recul sur la situation. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvais projet si c'est ce que vous voulez faire. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Ouais, merci beaucoup, hein, vraiment extrêmement clair, précis, concret. Ça donne envie de faire un Master 2 hein, ou d'en refaire un. Questions des uns des autres? Bon, parce que il me semble qu'il faut vraiment garder ton nom et tes coordonnées. N'hésitez pas si vous m'en croisez. Donc je m'appelle Jules Mesnier, c'est jules.mesnier@php.fr, n'hésitez pas. Ouais, parce que tu as une réflexion et une profondeur, une globalité dans l'approche qui est vraiment précieuse. Hein, et tout ce que tu as dit, c'est exactement ça. Bon, bah, très bien, merci beaucoup, Jules. Très bien. Et